Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de l'interview. Aujourd'hui, je reçois Marie-Louisa Abrantes, consultante internationale, directrice de l'US Africa Business Center et ancienne première dame de l'Angola. Bienvenue. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. Madame Abrantes, on le sait, les réalités africaines sont parfois contraignantes. Un secteur informel important, des insuffisances techniques et infrastructurelles, une faible mobilisation des ressources domestiques. Et pourtant, cette réalité complexe ne décourage pas les investisseurs qui continuent à vouloir investir sur le continent. Pour quelles raisons? Bon, je crois que le continent africain est vierge, est encore vierge. Et nous avons beaucoup, soit d'espace, soit aussi de ressources naturelles, mais aussi à l'Occident, il y a beaucoup de services, il y a beaucoup de cadres spécialisés, et donc il faut vendre les services, il faut vendre la technologie, et donc pour le moment, je crois que les investisseurs, ils viennent beaucoup plus pour vendre les services et pour exploiter les ressources minéraux. Mais je crois que c'est l'heure de commencer à changer et je crois qu'aussi l'Occident a compris que le futur et l'avenir, c'est l'Afrique. Alors, l'avenir, c'est l'Afrique. Pourtant, il y a des disparités sur le continent. L'une des principales banques d'investissement en Afrique du Sud vient de publier un rapport. Il place l'Égypte et le Maroc comme les deux pays qui attireront le plus d'investissements en 2020. Qu'est-ce que cela signifie? Que finalement, l'Afrique du Nord a réussi à améliorer son climat des affaires plus rapidement que l'Afrique subsaharienne? Non, mais jamais l'Afrique subsaharienne a avancer plus que l'Afrique du Nord. Et c'est normal. Nous pouvons voir que l'Égypte, il y a beaucoup d'années, qui est toujours le premier pays de l'Afrique devant le doing business. Donc le problème, c'est qu'il faut connaître l'histoire. C'est une civilisation très ancienne. Il y a l'admiration, la curiosité pour le tourisme. Ils attrapaient d'abord le tourisme, mais aussi ils ont bien travaillé sur les infrastructures de l'hospitalité pour pouvoir accueillir les touristes, et aussi ils ont des infrastructures bien développées. Donc c'est pour ça que soit l'Égypte d'abord, soit le Maroc, soit même la Tunisie avant, et des autres pays au nord d'Afrique sont beaucoup plus développés parce que l'histoire est incomparable, est vraiment incomparable. Alors, il y a une autre région en Afrique qui attire les investissements de plus en plus, c'est l'Afrique de l'Ouest. Et de l'autre côté, on a l'Afrique centrale, au contraire, qui apparaît beaucoup moins attractive. Comment expliquez-vous ce désamour des investisseurs pour l'Afrique centrale? Le problème est qu'en Afrique centrale, ils doivent faire tout. Il faut tout refaire, faire et refaire. Parce qu'il y a beaucoup d'instabilité politique, des conflits armés aussi. Ça n'aide pas à attraper les investisseurs. Donc il fallait d'abord avoir un climat de paix pour attraper stabilisation politique, pour avoir une stabilisation économique pour le développement du pays. C'est pour ça qu'il y a quelques jours, pendant la 33e sommet de l'Union africaine, l'Union africaine, ils ont décidé de créer une force unique pour défendre le pays, une force unique africaine. Cette commission va être coordonnée pour les chefs militaires, chefs de la police secrète des pays africains, pour voir s'ils puissent faire la paix à travers de laisser tomber les armes qui sont déjà
trop chez nous. Alors, on a compris, hein, vous parlez du climat d'insécurité qui règne parfois dans ces pays et qui ralentit les investissements étrangers. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème de politique économique mal adaptée dans ces pays? Je crois qu'il faut taire les armes pour consolider le développement, comme c'est le thème du sommet, parce que les conflits sont aussi des conflits ethniques et religieux. Donc ces conflits, ils ne peuvent pas se résoudre d'un jour à l'autre. Donc je pense que c'est un effort. Et même il y avait l'objectif, c'était de finir ces conflits en 2020. Mais je ne crois pas que ce sera possible. Il y avait une décision qui c'était 2063 qui disait qu'en 2020, les armes devraient se taire, mais je ne vois pas. Donc il faut continuer à faire le travail plus profond de changement des mentalités à travers l'éducation. Ça, le problème principal, c'est l'éducation. Parce qu'avec l'éducation, nous pouvons comprendre que la culture peut nous unir et pas nous diviser. Il faut comprendre et accepter tout le monde. Alors, on va parler également de l'origine de ces investissements, car de plus en plus d'investissements proviennent de l'Asie et du Moyen-Orient, au détriment des investisseurs traditionnels, hein, européens et américains. Est-ce que cette diversité des investisseurs, on va dire qu'elle est profitable aux pays africains? Oui, bon, il y a beaucoup de monde qui disent que non, mais je crois que oui, parce que de l'argent, c'est de l'argent, les investissements sont des investissements et nous voulons seulement avoir des investissements qu'on peut suivre. Et le problème, c'est à nous de fiscaliser et de choisir le mieux pour nous. Parce que si nous partons pour visiter la Chine, nous pouvons voir qu'ils ont beaucoup évolué, ils ont des bonnes infrastructures. Or, si nous n'avons pas de bonnes infrastructures, ça veut dire bien que nous avons bien surveillé les investissements, ou bien que nous avons été corrompus et les travaux ne sont pas bien faits. Alors, on l'a dit tout à l'heure, hein, les investissements étrangers continuent malgré certains obstacles. Seulement, voilà, on observe tout de même ces dernières années un recul des investissements, notamment pour les pays producteurs de pétrole. Les pays qui séduisent les capitaux étrangers sont surtout ceux qui ont réussi à diversifier leur économie. Vous avez été présidente à une époque de l'Agence nationale pour l'investissement privé de l'Angola. Pourquoi les pays pétroliers en Afrique ont tant de mal à sortir du tout pétrole? Le problème, c'est que c'est la stratégie, les politiques des pays. Parce que les pays, producteurs de pétrole, quand ils voyaient que le prix montait, ils devraient à l'époque commencer déjà tout de suite à faire organiser, à créer des fonds souverains. Et il y a peut-être un ou deux pays, Angola est un des pays, qui a commencé seulement à créer des fonds, ont commencé 2 ans, 3 ans, mais nous devrions commencer depuis longtemps. Et avec ce fonds, après, nous devrions investir sur les infrastructures et sur peut-être dans des autres pays africains, dans des investissements qui pouvaient nous donner un bon Ça veut dire quoi? Que les pays pétroliers en Afrique se sont pris trop tard pour commencer cette diversification? Parce qu'il y avait de l'argent, et ils vendaient, ils achetaient des services. C'était les consultants, jusqu'à aujourd'hui, il y a une maladie des consultants étrangers chez nous. C'est un problème chez nous, Afrique, et aussi en Angola. Alors, 2020, ça pourrait être un tournant économique pour le continent. Le 1er juillet 2020 aura lieu le lancement effectif de la zone de libre-échange continentale. On parlait des difficultés pour certains pays africains de diversifier leur économie. Est-ce que cette ZLECAf peut accélérer le processus de diversification des économies africaines? Je crois que oui. Je crois qu'on peut aboutir à arriver à négocier avec les investisseurs, parce que à ce moment, c'est la technologie, c'est les nouvelles technologies qui font fonctionner
tout, même la logistique, tout aujourd'hui peut être fait à la distance. Je peux sauver ma maison, je peux éliminer Paris, tout ça. Donc il faut qu'on travaille avec les enfants depuis 4-5 ans à l'école, investir. Il faut que les pays prennent de l'argent, soit du pétrole, soit de diamants, soit du café, soit du cacao, soit d'AMF, FMI, pour investir dans l'éducation et pour investir à la recherche et dans les infrastructures. Comme ça, on peut avancer plus vite, beaucoup plus vite. Alors, on aura le temps de revenir justement au FMI. Justement, Marie-Louise Abrantes, nous arrivons au terme de cette première partie. Nous allons marquer une courte pause et vous restez sur Africa 24 dans un instant, la deuxième partie de l'interview. De retour pour la deuxième partie de l'interview. Je suis toujours en compagnie de Marie-Louisa Abrantes, consultante internationale, directrice de l'US Africa Business Center et ancienne première dame de l'Angola. Marie-Louisa Abrantes, nous avons évoqué en première partie les investissements en Afrique, conditions au développement du continent. Attirer des investissements, c'est l'un des objectifs du président angolais João Lourenço, arrivé au pouvoir en 2017, qui a lancé une politique de diversification économique et de resserrement des dépenses publiques. Est-ce que la stratégie économique du chef de l'État va dans le bon sens selon vous? Oui, et ça, je crois qu'il va dans le bon sens parce que cette politique d'attraper les investissements étrangers a commencé déjà avec l'autre exécutif où j'ai travaillé. Donc c'est une politique, une continuation d'une politique ancienne, même qu'on a changé quelques articles de quelques lois. Donc, je pense que le problème, ce n'est pas seulement la législation. Le problème, il faut changer les habitudes. Il faut investir un petit plus dans les services pour améliorer surtout les services publics et pour avoir une meilleure ambiance pour les secteurs privés et surtout pour l'économie, le crédit économique. Et donc, doivent avoir beaucoup plus de crédit pour le secteur privé à partir des banques, soit privées, soit à partir des banques du gouvernement ou mixtes pour développer l'économie du pays et pour attraper les investisseurs étrangers. Alors, tout à l'heure, vous disiez que certains pays africains, producteurs de pétrole, étaient en retard dans leur stratégie de diversification économique. Est-ce que ça a été le cas de l'Angola? Oui, ça c'était le cas d'Angola. Et Angola a eu un autre problème, que c'était la guerre, parce que notre guerre a terminé seulement en 2002. Et nous avons commencé à reconstruire le pays en 2004. Donc nous avons environ 5 ans excusez-moi, nous avons environ 16 ans de paix. Et pendant ces 16 ans, on a fait beaucoup, mais a eu un autre problème. On a fait beaucoup, mais aussi on a volé beaucoup. Alors, pour sortir le pays de cette crise économique qui a débuté en raison de la chute des cours du pétrole, le gouvernement angolais a signé fin 2018 une facilité financière avec le Fonds monétaire international, vous parliez du FMI tout à l'heure. En 2016, le précédent gouvernement, sous l'ancien président José Eduardo dos Santos, avait refusé l'aide du FMI. Est-ce que selon vous, ça a été une erreur à cette époque? À cette époque, je ne crois pas que ça a été une erreur. Parce que même quand le président dos Santos a pris cette décision, le ministre des Finances était quelqu'un qui venait de sortir de l'AMF. C'était un directeur d'AMF qui était AMF. Donc je crois qu'à l'époque, nous n'avions pas besoin. Et maintenant que nous avons accepté et que nous n'avons même trop avancé dans le programme, et nous n'avons pas beaucoup demandé, beaucoup d'argent, on commence à sentir déjà les effets de cette tentative de faire cette réforme. Parce que la dévaluation de notre monnaie, c'est le Kwanza, est constant, presque toutes les semaines, mais le pouvoir d'achat continue le même. Les salaires plus baissent, les compagnies commencent à fermer, et donc il y a plus de chômage. Donc je crois que ça devrait être combiné avec des travaux pour infrastructurer
d'infrastructures du pays. Ils ont même donc donné du travail, beaucoup de travail à la population, et en même temps avec l'investissement étranger. Sinon, ça ne va pas être bien succédé. Alors, le président João Lourenço, il tente de rompre avec la politique économique de son prédécesseur, déjà en acceptant cette aide du Fonds monétaire international, avec sa gouvernance également, c'est la maturité. Il a notamment fait de la lutte contre la corruption la priorité de son mandat. Et cela a commencé par l'entourage de l'ancien président José Eduardo dos Santos. Quel est votre sentiment là-dessus ? Bon, je crois qu'au dehors du pays, on voit cette lutte comme une lutte commencée par le président actuel. Mais cette lutte, a été une proposition du parti qui est au pouvoir, parce que c'est le parti qui a fait la définition de qu'on devrait parler de la lutte contre la corruption. Et c'est même le président précédent, le président José Eduardo dos Santos, qui a proposé la lutte contre la corruption. Le problème, c'est qu'ils ont fait des lois à l'époque pour pardonner les gens qui pouvaient avoir commettre des crimes, et peut-être que tout le monde pensait que c'était oublié et que la loi disait aussi personne ne va à la prison s'il a une peine jusqu'à 12 ans, mais c'était seulement jusqu'à 2015, décembre. Mais toi, tu dois redonner ce que tu as, si tu as volé, par exemple. Mais le problème, c'est que les gens n'ont pas bien entendu et on pensait que c'était tout bien. Soit ils ne partaient pas à la prison, ils ne devraient pas retourner ce qui n'était pas eux. Donc la compréhension, c'est une continuation de quelque chose que c'était le parti qui avait, comment ça dit, proposé. Alors, vous parlez de continuation, mais tout de même, certains parlent aujourd'hui d'un système autour de l'ancien chef de l'État qui avait mis ses proches à des postes stratégiques, dont ses enfants. Vous êtes l'ancienne compagne du président, vous avez été la présidente de l'Agence nationale d'investissement privé, une entité gouvernementale. Que répondez-vous aux accusations qui visent le fonctionnement du régime de l'ancien chef de l'État? Bon, je crois que ces accusations, elles n'appartiennent seulement au président, mais au parti, au pouvoir qui est un peu là, où le nouveau président était aussi. Et l'ancien président a été toujours dans ce même parti, dans le bureau politique, vice-président du parti, vice-président de l'Assemblée nationale, ministre de la Défense. Donc ça, c'était quelque chose qu'ils ont voulu faire. Ils voulaient faire une copie de Black Empowerment en Afrique du Sud. Ça serait de choisir quelques militants pour les donner la possibilité de devenir entrepreneurs. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas demandé de bonnes garanties bancaires. Et donc, ils ont fait confiance, ils n'ont pas payé. D'abord, je ne suis pas d'accord avec ce principe. Tandis qu'en Afrique du Sud, il n'y a eu aucun problème. Mais en Angola, il y a un problème. Et plus grave, parce qu'ils prennent seulement que deux fils, ou une fille et un fils de Santos, qui ne sont pas mes enfants, mais qui pourraient l'être. Donc, le président dos Santos, il n'a pas mis aucun enfant pendant 36 ans enfant en famille. Même, il n'a personne de sa famille, n'avait pas personne de sa famille au gouvernement, soit à l'Assemblée nationale, il n'avait pas. Mais le problème, c'est que le ministre du pétrole, le ministère et le ministre du pétrole a invité la sœur aînée pour travailler Alors, Isabel dos Santos, pour travailler sur un programme de restructuration du secteur pétrolier quand il y avait la chute du pétrole. Donc, après ça, ils l'ont invité à être le président de Sonangol. Le président dos Santos n'était pas le ministre du pétrole. Lui, il nommait, comme maintenant le président nomme,
tous les conseils d'administration des entreprises publiques, mais il n'était pas son chef. Oui, mais par exemple, le fonds souverain Oui. avec José Filomeno qui a été à la tête. Le fonds souverain, c'est avec 36 ans après que lui a commencé à travailler au fonds souverain. Et après, il est devenu administrateur. Et après, comme le président du fonds souverain est sorti, le président est devenu ministre des Finances. Et lui, en tant que ministre des Finances et superviseur du fonds souverain, a invité Filomeno dos Santos. Donc le président dos Santos a eu 36 ans pour mettre sa famille. Il ne l'a pas fait. Mais ce qu'ils font, c'est sa responsabilité personnelle. Mais moi, je ne suis pas d'accord qu'on a pris quelques personnes pour faire des affaires, y compris la fille du président, qui était associée à beaucoup de gens. Mais alors justement, c'est elle qui cristallise particulièrement les ressentiments, les enquêtes pour corruption. Donc la fille aînée, Isabel dos Santos, elle est accusée de s'être accaparée les richesses publiques. Elle parle de chasse aux sorcières. Est-ce que vous pensez la même chose? Je pense que oui, mais je ne pense pas que ça part du président de la République. Je pense que ça part de l'entourage, surtout de sécurité. Parce que, par exemple, une des personnes de sécurité qui travaille avec lui, il a été emprisonné pendant le temps du président dos Santos parce qu'il pensait on disait qu'il voulait faire un coup d'État. Donc, c'est quoi qui sont les conseils de cette personne? Parce que ce n'est pas, je parle du point de vue juridique seulement, à mon avis. Par exemple, on ne peut pas mettre un contrat qui est sur l'arbitrage dans un tribunal normal. Tu ne peux pas juger, on ne peut pas juger quelque chose qui, dans le contrat, dit qu'on doit résoudre par arbitrage. De toute façon, moi, je continue à dire que ce n'est pas bon de donner ou de prêter de l'argent sans de bonnes garanties. Mais il y a aussi quelque chose qu'ils disent qui n'est pas correct. Ils disent qu'elle a pris de l'argent. Ce n'est pas vrai parce que ce n'est pas ça qui s'est sorti dedans. La presse dit ça. Il parle de la Sonangol notamment. Non, non. Ce qu'ils disent en Angola, qu'elle a fait une transférence un jour après avoir été sortie de... Voilà, démissionner ses fonctions à la tête de la Sonangol, oui. Démissionner. Un jour après, elle a fait des transferts pour faire des paiements de services. Voilà, c'est ce qui est dit, exactement. Et que la compagnie intermédiaire est d'une amie à elle, ils supposent que peut-être que c'est à elle. Mais ils ont payé à des compagnies, à des entreprises très connues, et donc extérieures, qui sont bien connues et qu'ils ont déjà dit qu'ils ont reçu de l'argent. Peut-être que l'autre intermédiaire a reçu un pourcentage, une commission. On a bien compris votre point de vue, Marie-Louisa Abrantes. Vous êtes consultante internationale, directrice de l'US Africa Business Center et ancienne première dame de l'Angola. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup pour m'avoir invité. Et merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas, vous pouvez retrouver cette émission et tous nos autres programmes sur www.africa24tv.com et à bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'interview.